Parfait. On va rentrer maintenant. On a parlé beaucoup du concept des Oscars. On va rentrer dans les films un peu plus en détail. Là, savoir vraiment ce que vous avez pensé des films qui étaient nominés, surtout les 9 grosses nominations de meilleurs films. Donc, on va commencer avec le gagnant, Parasite. Qu'est-ce que vous en avez pensé, franchement? Dégueulasse. Non. Poubelle. Non, si tu me demandes, moi je trouvais ce film merveilleux. Ça serait ça le mot que je dirais, parce que l'expérience, encore une fois, c'était... Tu t'attends pas à ça. Puis c'est un film qui est raconté d'une façon que tu t'attends pas, comment est-ce que ça finit, non spoilers, mais je pense que c'est tellement bien construit, tous les personnages, c'est très intelligent, chaque dialogue, c'est tellement bien pensé, c'est bien filmé, à la fin, tu finis le film, tu finis de voir le film, et tu dis juste comme, quoi, qu'est-ce que je viens de voir, il n'y a rien de mauvais, c'est juste comme un très bon film, Ouais. tu passes une très belle expérience, et tu réfléchis. C'est surtout ça aussi. Tu réfléchis après avoir le film et c'est vraiment le fun. En fait, j'ai vraiment aimé ça parce qu'on dirait qu'on te prend par la main puis on t'amène vivre une aventure. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que oui, la construction est assez incroyable. Moi, je l'avais revu une deuxième fois, puis tout ce qui est amené au début du film revient. Ouais. Les idées de mise en scène sont parfaites. La toilette, que leur toilette est plus haute que leur propre demeure. Tu sais, c'est quand même des images fortes qui Ouais. viennent à travers le film. Puis ce qui est intéressant, c'est la manière, les notions de genre. Parce qu'on joue aussi avec les images, puis le genre, on passe du trailer, puis il y a des images où on dirait quasiment qu'on entre dans un film d'horreur. Quand la madame elle pousse la bibliothèque, on dirait qu'on voit un exorcisme. Ouais. Puis finalement, tu te rends compte qu'avec la mise en contexte, ok, c'est complètement autre chose, mais il s'amuse avec ça, puis il se fait plaisir, puis c'est vraiment c'est le fun à regarder comme film. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que ça devient très difficile de le classer dans un genre en particulier parce que moi, j'aurais une expression pour décrire ce film, c'est ascenseur émotionnel. Ouais. Tu sais pas, je dirais que tu as aussi des vrais moments de comédie dans ce film et vraiment ça snap comme ça. Je pense à cette scène très forte où quand la famille est en train de célébrer dans la villa, il y a une dispute qui éclate entre les deux parents et ça monte tout de suite en tension et puis au final on se rend compte que c'était juste une blague et puis tout le monde éclate de rire puis c'est ça tout le long, y a des moments qui sont ridicules, absurdes et puis on a envie de rire, puis en même temps c'est un rire un peu coincé parce que t'as une réalité sociale qui est vraiment amère mais bien réelle, puis que oui il arrive à donner ce côté film d'horreur par moment mais toujours avec ce contexte-là où on a envie de dire oh là là c'est incroyable, c'est aberrant ce qui se passe, mais pourtant c'est pas loin de la réalité du climat social qui se passe en Corée du Sud, puis même je pense que c'est pas très éloigné des autres sociétés dans le monde. Donc je pense que c'est ça, la forme de ce film, c'est qu'au final il a une portée plus universelle que d'autres cinémas ou films auraient pu avoir, et t'as aussi une direction d'acteur qui reste très incroyable. Ouais. Mais c'est ça, Bong Joon-ho, il a dit dans une entrevue qu'il a commencé à écrire cette histoire-là pour une pièce de théâtre. Et il s'est rendu, comme à la moitié, je sais pas, et il s'est rendu compte que ça, c'était un film, qu'il devait filmer ça. Tu disais tantôt, tu savais pas dans quel genre classer ça, parce qu'on a la comédie, on a du suspense, terreur. Mais je pense que c'est ça la satire. On a un autre film qu'on va parler tantôt, j'imagine, Jojo Rabbit, qui utilise plus la satire du côté plus comique. Mais ici, c'est une satire parce que c'est drôle à la fois, c'est triste à la fois. C'est tellement... ça mène la critique dans ce film. Il parle des deux classes différentes. Il y a les riches qui habitent en haut de la ville, les pauvres qui habitent en bas, même encore le plus bas possible. Quand il pleut, les riches vont voir la pluie puis vont dire « Ah, c'est beau », les pauvres vont perdre sa maison. C'est ça, je pense, que le genre satire qui n'est pas très exploité au cinéma, je dirais. Jojo Rabbit, il l'utilise d'une autre façon, mais je pense que c'est vers ce côté-là que Bong Joon-ho voulait aller.
Il s'enligne vraiment dans l'espèce de comédie noire italienne des années 50-60 où c'est ce qui fait rire et dans le fond ce qui est triste du film. C'est cette relation-là entre les deux parents qui, tu sais, que tu vois qui... Je sais pas comment le formuler, mais ils s'entendent bien, mais en même temps, ils sont pognés dans une situation qui est pas le fun du tout. On peut juste en rire quasiment, là. C'est plus qu'en pleurer. Ouais, en effet. À votre avis, là, je demande la question, là, puis c'est une grosse question quand même, en quelques mots, OK? Pensez-vous que ce film-là peut être qualifié de chef-d'œuvre au même titre, justement, que The Godfather, Citizen Kane, etc., etc.? Ça, c'est une très grosse question que je vous pose. J'ai mon opinion là-dessus, je suis curieux d'entendre la vôtre. Moi, je dirais oui. Je pense juste qu'il lui manque un peu le facteur... juste qu'il lui manque un peu de temps, tu sais, qui vieillisse, qui suscite plusieurs revisionnages de la part de toute la communauté cinéphile, qui soit découvert encore par d'autres gens. Mais honnêtement, après le prestige qu'il a eu aux Oscars, il va faire le tour du monde bien plus que d'autres films asiatiques en tout cas. Et vu qu'il a encore cette résonance très actuelle, je pense que oui, très sincèrement, on va en parler beaucoup encore dans les prochaines années et puis on va vraiment continuer à le glorifier. Je pense que tu as raison, Colt. En plus, j'ai même encore plus l'impression qu'il va avoir d'efficacité avec le temps par son contexte, puis parce qu'il a figuré aux Oscars et parce qu'il a surpris tout le monde dans la cérémonie en tant que telle. Sans les Oscars, Parasite, je sais pas s'il aurait eu la même importance dans 20 ans qu'aujourd'hui. Bon point. Parce que justement, je me permettrais de rebondir sur un autre film de Bong Joon-ho qui est Memories of Murder, qui est un film tout aussi incroyable et je pense qu'il y a aussi les qualités artistiques très prononcées, qui a même influencé beaucoup de réalisateurs en Occident. Je pense que Zodiac de David Fincher serait différent si ce film, si Memories of Murder n'avait jamais existé. Seulement, c'est vrai qu'il n'a pas eu ce prestige d'Oscar, tout ça, donc il reste un peu moins connu du grand public. Mais on a un peu les mêmes qualités, je trouve, où justement il y a ce côté comédie noire et puis multigenre, où à chaque fois on va basculer dans le drame, dans l'horreur, et puis on va remonter à des moments humoristiques aussi. Je pense que c'est le talent fort de Bong Joon-ho et le fait est que justement ça va bénéficier à Parasite, tout ça. C'est cool, hein, quand on parle des genres du film, là, c'est très... je pense que c'est Samuel qui m'a déjà dit ça un jour, ça faisait penser à un film très fluide en termes de genre, là, où est-ce qu'on peut très difficilement le qualifier d'un seul genre. Et même, j'ai quasiment le goût de le classer par acte, où est-ce que je peux pas mettre un genre par acte, mais où est-ce que je peux mettre un mot. Tu sais, moi, l'acte 1, je me suis dit tout simplement que c'était brillant, c'est juste une construction, genre où est-ce qu'on a des personnages qui envahissent un autre, d'où l'idée du parasite, ce qui est vraiment intéressant, fait que c'était vraiment brillant. Et là, à l'acte 2, où est-ce qu'on a la demoiselle, je connais pas son nom, la première housekeeper qui revient. Ouais. Moi, la première chose que j'ai dit à voix haute quand j'ai vu le film, je suis comme, est-ce que ça va se transformer en slasher? Je suis comme, c'est vraiment étrange. Et l'acte 3 qui est juste ouch, genre, genre c'est vraiment intéressant de voir un genre de film atypique aller percer genre les Oscars comme ça. Moi j'ai adoré. Là. Question comme ça, là, que pensez-vous que la roche signifie dans le film? Moi, écoute, en fait, j'ai lu quelque chose sur Internet, puis quand je me suis rendu compte, je trouvais ça très intéressant. C'est toi-même qui l'avais noté quand on l'écoutait, que la roche flotte lorsqu'il y a une inondation. En fait, la roche qu'elle représente, c'est justement, est vide. C'est pas une vraie roche. C'est une roche en apparence, mais elle est vide, c'est pour ça qu'elle flotte. C'est un peu comme l'entièreté du film. Tous les rêves, les plans, etc., tout est vide. Il n'y a rien dessous. C'est ça, quand il y a eu le flood dans l'inondation dans la première maison, j'ai cru voir qu'elle flottait. Et vraiment plus tard, le personnage va la mettre dans une rivière et elle flotte vraiment pas. Donc je comprenais pas trop, j'étais pas sûr de ce que j'avançais. Mais c'est vrai, ça serait super intéressant de voir qu'elle flotte. En plus, ça donne... Tu sais, cette personne, il y a une personne qui reçoit la roche en pleine face, et si elle est vide, ça donne vraiment un autre sens. Ouais, ça fait beaucoup plus de sens si tu fais qu'il survit. Qu'il survit, totalement, ouais. Donc, ouais. Quelqu'un d'autre, la roche? Prospérité. La chance. Je sais pas. Je prends au premier niveau, là. Moi, je pense que l'idée avec le père, ça va beaucoup avec le père et le fils. Comment le fils, il a toujours des solutions, des problèmes, il est toujours intelligent, il cherche un plan, puis tout, elle perd, quand l'inondation arrive et tout, le fils n'a plus de plan et il demande à son père, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Puis là, le gars est comme, quoi? Ouais, oui. Le mieux, c'est quand on n'a pas de plan.
Puis c'est là que je pense que la roche rentre, dans le sens où il porte la roche avec lui beaucoup dans le film. Donc c'est au moment qu'il la laisse, bon sûrement on a dit que ça allait être avec des spoilers, non? C'est là qu'il va prendre la leçon de son père, je pense. Mais en même temps, parce que à la fin, le père... Bon, on a dit qu'il y a des spoilers. Le père va tuer le gars qui habitait en bas de la maison, mais il va courir son plan. Puis c'est en sortant de la maison qu'il va faire son plan live. Comme il va rentrer, il va se cacher, il va rester là, puis il va faire des SOS à son fils. Donc c'est comme l'idée de... Tu dois planifier des choses, mais comme... C'est plus d'improvisation. C'est ça, improviser, comme... mais c'est ça, la roche, moi je pense que c'est plutôt le destin. Comme, il arrive au bon moment, puis il part au bon moment. Mais sérieusement, tu sais, quand il pense, la roche a été donnée par un ami qui semblait être d'une autre classe complètement. Puis je pense que ça, on amène l'analogie un peu plus loin. Tu sais, au niveau de la société capitaliste, je pense que, tu sais, au début, il donne la roche. Je pense que la mère, elle dit, ben là, voyons, t'aurais pu genre nous donner quelque chose d'un peu plus important. Ouais. Mais je pense que c'est ça, c'est cette espèce de pensée-là que la classe sociale supérieure peut, genre, aider les amoindris, tu sais, en leur donnant des espèces de solutions miracles, tu sais, des solutions miracles qui vont finir par comme les sauver ou finalement, ben, il finit par les assommer là, à la fin. Mais c'est ça. C'est mon interprétation, là, mais... Moi, c'est ça que, ben, pas ça exactement la roche, mais Albert a parlé de plan et de voir à quel point la famille était brillante pour s'adapter à des choses. Puis, c'est ça qui m'a un peu dérangé dans le film, en même temps que j'accepte totalement, puis c'est très normal. Moi, je m'attendais à ce que dans le film, étant donné que la famille pauvre vient parasiter la famille riche, il y aurait eu une certaine évolution où est-ce que dans l'espèce de souper, dans le salon là, où est-ce que la famille était partie là, pour la pluie, j'aurais cru voir la famille en espèce d'évolution par rapport au début où est-ce qu'ils commencent à prendre les attributs de famille riche. Et non, on les voit totalement comme au début, là, à se bourrer dans l'alcool et tout salir. Et j'aurais vraiment cru voir une espèce de... Parce que tu prends les tropes des tropes sociales de la richesse, tu deviens un peu ce que tu fais. Et non, au contraire, on a complètement l'inverse. Puis ça m'a un peu... j'aurais vraiment cru que le commentaire s'arrêtait ça, tu sais, de dire que tu deviens riche parce que t'es riche. Je suis comme, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. C'est ça qui est merveilleux parce que, en fait, c'est à ce moment-là que moi je me disais, bon, c'est beaucoup de rire, ça va très bien, c'est quand qui va changer. Comme moi, j'attendais soit que le chauffeur retourne ou soit la housekeeper du début retourne parce que je savais qu'il devait avoir un pote comme ça va changer quelque part. C'est trop drôle pour être vrai. C'est ça. Puis je pense que si les personnages auraient été comme différents qu'au début, ça aurait été pas le même film, évidemment, là, mais c'est vraiment un moment qui découvre la vérité qui se passe dans cette maison. C'est là qu'ils vont commencer à changer. Puis c'est vrai qu'ils ne changent pas pour devenir riches. Ils changent pour être des meilleurs pauvres, dans le fond. C'est bien dit. Ouais. Bon. Passer beaucoup de temps sur Parasite. On va passer à un autre film rapidement. Là. Joker. Je sais qu'il y en a, je crois, qui ont pas l'air d'avoir tant apprécié. J'ai hâte d'entendre ça. Joker. Quelqu'un allume son micro, je vois ça. Les armes se chargent. Joker, votre opinion, retenez-vous pas, vous avez le droit de le critiquer. Allez-y. Non. OK. Non, mais je trouve... Il y a eu beaucoup de discussions autour de ce film-là, à savoir... la violence, on s'en fout. Je pense que c'est complètement superflu, puis c'est un problème typiquement américain, là. Mais je trouve que, oui, il y a une belle idée d'amener ce genre d'histoire-là dans un film de comic book, mais ça s'arrête là. Je trouve que le film manque de profondeur, autant dans son scénario que dans sa mise en scène. On dirait que les gens ils l'ont élevé à cette espèce d'auteur-là que le film n'est pas réellement. Ouais. C'est fou à quel point ce film-là, autant sa sortie, tout le monde l'avait mis sur un piédestal. Et aujourd'hui, quelques mois après, je connais très peu de gens qui sont prêts à le glorifier comme au début. C'est quoi cette transformation? Même avant qu'il sorte au cinéma, tout le monde était comme hype. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre? Moi, je vais le défendre. Je vais être le gars ici qui va défendre Joker. Pas au niveau de le mettre dans un pédestal, mais pour moi, je pense que c'est un bon film
développement de personnage. C'est là qui, pas trop dans le storytelling, c'est juste en développant le personnage, surtout Arthur Fleck, qui va devenir le Joker. C'est vraiment l'anti-héros qu'on veut aimer. Dès le début, dans la première scène, on voit que cet homme, juste là, il fait sa job, il se fait abattre juste par des personnes quelconques. Donc déjà, le spectateur est témoin d'un incident injuste. C'est pas juste. Donc, tu commences à avoir un peu d'empathie vers lui. Ensuite, tu vois que le gars, il prend soin de sa vieille mère. Encore plus d'empathie. Puis là, quand le moment arrive, vraiment, quand il perd sa job, il est vraiment le plus bas qu'il peut arriver. C'est là que tu apprends à aimer le anti-héros parce qu'il va commencer à tuer. Mais il tue pas pour tuer. Il va aller tuer aux gens qui le méritent. Pour dire ça comme ça, entre guillemets, qui le méritent. Parce que tu le sens comme, OK, lève-toi, puis tire. Comme, dans ce film, il va pas aller tuer des gens innocents. Dans le fond, il va juste aller tuer les gens qu'il pense qu'ils méritent. Puis nous, en tant que spectateurs, on est témoins de ces choses, de ces événements-là. Puis on l'applaudit. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé parce que ils se sont identifiés dans un sens où le message du film, il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. Puis même aux Oscars, le petit discours que Joaquin Phoenix a dit, il a parlé ça, des injustices. Tout le monde est en train de se battre pour une cause. Mais dans le fond, tout ça peut se résumer dans l'injustice. Et ce film porte ce message, dans le fond. Puis même si on peut faire après des théories, ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé, si on l'analyse juste comme ça, de A à B, je pense que c'est ça qui veut partager Todd Phillips. Je pense qu'il ne voulait pas aller dans un film de super-héros, ni non plus dans un film super Taxi Driver. Je pense qu'il voulait le trouver dans un juste milieu, puis c'est ça, mon point de vue. Ben, moi, la manière que je voyais le film, c'est un peu... Pour moi, je trouve que c'est un gros pastiche de King of Comedy puis Taxi Driver. Ouais. Même si c'est assumé, je trouve qu'à un moment donné, c'est trop autant au niveau de l'esthétique que des références visuelles. Mais c'est comme un Taxi Driver, mais sans la fin, sans le côté humain dedans. On élève ce personnage-là à une espèce de... Les personnages le prennent un peu comme un dieu, même si lui, il dit, bon, OK, j'ai pas de leitmotiv politique, de raisonnement. Mais on dirait qu'on perd justement cette injustice-là parce que là, c'est juste du chaos. Puis là, je comprends que c'est le personnage, mais je trouve que de la manière qu'il l'a amené au début du film était beaucoup plus intéressante. Puis il délaisse ses idées. Où c'est comme... On dirait que le film, à peu près comme après 30 minutes, le film backtrack. Pour faire, non, c'est vrai, on a un film de comic book. Fait que là, il faut qu'on monte Bruce Wayne. Il faut qu'on monte telle affaire. Il faut qu'on monte il faut qu'on monte ça. Puis là, à la fin, oui, c'est vrai, c'est le Joker qu'on écoute. C'est pas... il manquait de... J'aurais aimé ça, ce film-là ne soit pas le Joker. Il y a des idées intéressantes, mais... Je trouve qu'il s'est comme menotté lui-même dans son scénario. Il était comme plus capable de bouger de cette position-là. Ça fait en sorte qu'il atténue toutes les positions qu'il essaie de prendre dans son film. Ouais, je trouve que c'est un très bon point parce que moi, je me souviens qu'une des premières choses que je me suis dit en sortant du cinéma, c'est, après avoir vu Joker, c'est que ce film-là aurait pu ne pas s'appeler Joker, avoir une histoire presque pareille, mais en tout point, puis quand même être le même film. Je vois pas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que le mot Joker a été sacré là juste pour le vendre. Point. Aucune autre raison. Puis c'est un peu ce qui m'a dérangé. Puis en même temps, moi personnellement, j'aime beaucoup le personnage du Joker à la base. Celui de Ledger, j'aimais beaucoup. La version animée de Mark Hamill, je la trouve géniale sur tous les niveaux. Puis là, j'étais un peu triste de voir que le Joker qu'on se faisait servir, oui, il était brillamment interprété par Joaquin Phoenix, mais c'était surtout... pas le prince du chaos qu'on connaît, c'était une personne excessivement égoïste, égocentrique, qui était « Ah, ma petite personne a de la peine parce que le monde est si injuste avec moi, donc je vais devenir quelque chose d'autre. » Puis c'est ça que je trouvais triste, c'est que le vrai Joker, tu le ressens seulement à la toute fin, là, dans son dernier dialogue, quand il voit vraiment le monde pour ce qui est, c'est-à-dire complètement ridicule, qui fait aucun sens. Donc c'est ça, je trouve que tu l'as très bien dit, c'est que ce film-là se menotte dans un certain sens avec l'idée de Joker, quand ça aurait dû être soit vraiment axé sur Joker ou soit axé sur l'idée d'injustice qui est ce que Todd Phillips voulait vraisemblablement apporter. Tout à l'heure, Albert discutait, puis je réfléchissais, puis je me suis dit
que si je le compare, par exemple, vous avez vu Inglourious Basterds par Tarantino? Ouais. Bon, il y a 2 scènes qui font un clash ensemble dans ce film-là où est-ce que on a des partisans nazis qui regardent quelqu'un faire un massacre et les gens rient. Et c'est un commentaire en disant OK, ben c'est stupide de rire, tu sais, c'est juste un paquet de gens qui rient du meurtre. Ouais. Et plus tard dans le film, on voit les mêmes partisans qui littéralement brûlent, se font mitrailler dans la scène. Et nous, on rit de ça, on est comme waouh, mais genre, tu sais, Ouais. c'est une tuerie, on a ça. Et j'ai l'impression, si je fais le parallèle avec le Joker, c'est un peu ça. On voit un personnage sympathique dans lequel on peut se projeter. Il vit des mauvaises choses, il finit par tuer des gens. Et nous, on est comme haha, c'est ça qu'on aime. C'est un peu comme notre cat food, j'ai l'impression. J'ai envie de dire. genre, c'est un drôle de parallèle, mais en tout cas, c'est un peu le même. Mais là, c'est sûr que si on rajoute la diégèse là, de Batman, etc., là, avec le personnage du Joker, ça l'enlève un peu à cette analyse-là. Mhm. C'est un peu le même, je le vois. Donc, ceux qui aiment le Joker sont des nazis. Point Godwin. En fait, moi, je suis vraiment d'accord de ça, de pourquoi on pourrait renommer le film, parce que on se demande, ben, peut-être les fans de Batman, on se demande, c'est qui le meilleur Joker, qui a interprété le meilleur Joker, celui Heath Ledger ou Joaquin Phoenix? Mais Jack moi, Nicholson. quand... Ou Jack Nicholson, ouais, aussi. Mais quand les gens me demandent ça, moi, je dis toujours, ben, Joaquin Phoenix n'est pas un Joker. Je veux juste dire qu'il a juste interprété Arthur Fleck. Point. Et on a 10 minutes de Joker à la fin, puis point final. Comme, Ouais. c'est sûr, Todd Phillips a dit, avant que le film sorte, qu'il a dit qu'il voulait juste un film, et il voulait pas de suite, que ce soit pas un lien avec l'univers cinématographique et tout. Mais après la réussite On n'a pas le en choix. box là. office, L'argent les choses, parle. c'est ça, les choses changent, puis peut-être qu'il va y avoir une suite. Puis personnellement, je pense que ça va tuer le film. Comme les peu de gens qui peuvent défendre ce film. Je vois très mal Joaquin Phoenix s'enfermer dans ce rôle et puis accepter de le reprendre une seconde fois par contre. Ouais. Mais c'est ça, je pense Mais- que c'est inévitable, Mhm. comme Thanos voudrait dire. Ben, si je peux mettre de l'avant comme un autre film avec Joaquin Phoenix qui joue dedans, qui recoupe un peu les mêmes thèmes, mais qui est amené beaucoup d'une manière pas mal plus subtile, je dirais. You Were Never Really Here, Ouais. qui n'est pas qui est loin d'être le même sujet, mais qui apporte quand même des questionnements par rapport à la violence, la toxicité masculine, qui sont vraiment intéressants, mais qui justement sont amenés en profondeur. Ce film-là manque de profondeur, Joker, je trouve. Mais je trouve qu'il y a des films qui le font beaucoup mieux, qui devraient être mis de l'avant comparé à ce film-là, parce que ce film-là est mis de l'avant parce que c'est un film de comic book. Ouais. Non, c'est sûr que je pourrais défendre le Joker parce que je suis le seul. Mais je pourrais comprendre. En fait, je peux pas défendre pourquoi il est autant nominé. Comme, peut-être, oui, Joaquin Phoenix peut être nominé, mais pourquoi meilleur film? Ça, Ouais. c'est un des films que je me disais, quand je faisais ma liste de OK, c'est qui va gagner, j'enlevais Ferrari, j'enlevais Joker. Même Marriage Story, je l'enlevais juste dans le sens où c'était comparé aux autres. Juste comparé aux autres, ça fonctionnait pas. Puis Joker, je me demandais là pourquoi il est nominé au meilleur film. Puis je Mhm. peux pas le répondre. Hmm. Juste, On va continuer avec un film que tu viens juste de parler, qui je crois a été aimé par plusieurs personnes ici, Marriage Story. Mhm. Mhm. Toi, Maxime, je crois que tu l'as bien aimé, donc Oui, ton oui, opinion oui, sur ce j'ai- film. Moi, j'adore ce film-là parce que, bon, c'est Noah Baumbach, c'est super bien écrit, les dialogues sont au tac. Mais je trouve qu'il y a une belle... autant dans le montage, je trouve que c'est un film qui aurait pu gagner meilleur montage parce que on est toujours dans la subtilité, puis on est dans l'intériorité des personnages où il utilise le cinéma pour raconter son histoire d'une manière jamais showy, c'est jamais Ouais. pour dire « Regardez, je suis un grand metteur en scène », mais... Je trouve que vraiment, c'est un merveilleux film. Là. L'histoire est merveilleuse. C'est un film que tu sors en disant j'ai jamais vécu de divorce dans ma vie, mais j'ai comme une impression que le sentiment qui était derrière ce film-là était 100% vrai. Ouais, ben c'est ça. Je crois pas avoir déjà vu au cinéma un divorce montré de cette façon-là. Puis ça semblait beaucoup plus réel que tout ce qu'on a pu voir comme divorce au cinéma. Là. Je sais pas. Mais c'est un divorce à travers une histoire d'amour. Ouais. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Pardon, je réfléchissais, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui est vraiment mis en avant, en fait, c'est le point de vue intimiste des personnages et de l'histoire. Et puis, c'est ça qui est touchant, c'est qu'au final, t'as pas de gros effets de narration qui sont mis en avant. Je veux dire, le film
c'est plus ou moins tout le long des gens qui parlent, et pourtant l'intrigue va quelque part, les personnages évoluent, et puis ils sont attachants, même quand on arrive par moments à les mépriser tous. Et c'est ça qui est génial, c'est que ils discutent, ils échangent, ils s'engueulent, tu dis des fois pour rien, tu dis mais ils sont tous ridicules, tu dis, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que ça reflète énormément très bien la psychologie humaine dans ces moments-là. Il y a quand même, j'ai vraiment été agréablement surpris par ce film, parce que il n'y a pas plein d'effets comme ça pour le rendre très visible. Je veux dire, même la photographie, elle est très minimaliste. Je ne sais même pas s'il y a un directeur photo sur le film, parce qu'on dirait qu'il n'y a vraiment aucune lumière artificielle qui est menée. Et du coup, je réfléchissais à ça tout à l'heure quand, je ne sais plus quel film tu disais, aurait dû être... justement, Marriage Story aurait dû être monté au meilleur montage. Oui. Je pense justement, la meilleure photographie, s'il y a un directeur photo sur le film, je pense qu'elle aurait pu mériter sa place d'être nommée, parce que je trouve vraiment que l'image a un grain particulier et que ça correspond, ça reflète très bien l'histoire. Et du coup, oui, les images sont pas lisses, elles sont pas très bien définies, mais c'est ce qui rend le film d'autant plus touchant. Et puis, c'est un point que je tenais à souligner. Donc, ouais. Et puis, évidemment, un duo d'acteurs qui est très incroyable. Il y a une alchimie qui existe entre les deux, même si ils se bouffent le nez tout le long. Il y a, je veux dire, ces longues prises où c'est vraiment des numéros d'acteurs, que ça devient très rare au cinéma, parce que je trouve que des réalisateurs qui tentent des longues prises, il y a Sam Mendes avec 1917, mais je veux dire, cette scène où les deux freak out, où ils s'engueulent sur leurs parents, où ça finit dans des coups de poing dans les murs. C'est physique ça comme finit prestation. avec des câlins en fait. Ouais. Non, je veux dire, c'est des très longues prises où je veux dire, il y a des émotions il y a de la provocation au début, je veux dire, ils se provoquent, puis ils commencent à crisser leurs nerfs, et puis au final ça finit en larmes, puis il y a des veines qui ressortent sur le visage des acteurs. Non, c'était vraiment expressif, et j'ai vraiment trouvé ça fort. Puis c'est vrai qu'on regarde ce film, puis on a l'impression que tous nos organes se nouent à l'intérieur de nous. Oh, oui. Et ça c'est assez breathless, et c'est incroyable. Le seul petit bémol que j'ai envie d'apporter à ce film, c'est le rôle de Laura Dern, que tout le monde avait vu gagnant pour meilleure actrice dans un second rôle. Et je veux pas vraiment sonner un peu genre grossier, mais je vois pas pourquoi. Ouais, t'es grossier. Non, t'es pas le seul. Non, je comprends qu'elle a un personnage fort, plutôt féministe, qui défend la condition de la femme. Mais justement, je trouvais que la beauté de son personnage dans le film, c'était que ça paraît parfois un peu excessif, mais je trouve son rôle, en termes de la durée qu'il a dans la narration, un peu anecdotique. Genre, il me semble qu'elle a peut-être 2-3 scènes, pas plus. Et de là à dire que c'est le meilleur second rôle de l'année, je suis en train de me dire, oula, ça va un peu vite, quoi. Et c'est vraiment l'impression que j'en ai. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Moi, je vais te poser une question par rapport à ça. Quel effet t'a fait ce personnage? C'est ça qui est, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, si tu veux, tout le conflit de ce film est rendu possible parce qu'il y a une divergence des opinions, du fait que ce soit entre déjà les deux parties du couple, que ce soit le personnage d'Adam Driver ou celui de Scarlett Johansson. Puis du coup, elle arrive, puis on dirait qu'elle amène aussi son opinion dans tout ça, et que ça paraît du coup plus ou moins arbitraire. Donc elle tire un peu la couverture sur elle, qu'elle veut prendre les intérêts de sa cliente, mais on a l'impression qu'elle en fait too much, et que du coup, par moments, on la méprise un petit peu. Et c'est ça que je trouvais fort, c'est qu'elle a cette dualité, et que nous aussi, on a un peu, comme probablement Adam Driver dans le film, des mixed feelings pour elle. Et c'est ça qui était intéressant. Mais c'est juste, je trouve quand même que ça reste excessif de lui avoir donné l'Oscar de la meilleure actrice. Ouais, moi, tu vois-tu, c'est ça, c'est que, comme tu dis, son rôle, mettons, est anecdotique, puis je suis relativement d'accord avec ça. On la voit pas énormément, sauf que pour le peu de moments qu'elle a passé sur l'écran, elle a réussi à faire que je la déteste. Mais vraiment. Comme, je trouvais que c'était triste parce qu'au départ, ça partait tellement bien comme divorce, ça aurait pu se régler parfaitement. Et puis, t'as ce personnage qui arrive et qui joue parfaitement son rôle de je suis toute gentille, je suis toute douce avec la fille et je suis la plus grande des, je m'excuse du mot, avec le personnage d'Adam Driver. Donc, j'ai détesté le personnage qu'elle a joué, donc avec pourtant très peu de scènes. À ce moment-là, pour moi, c'est pour ça qu'elle méritait le prix. C'est que t'es capable de faire vivre quelque chose à quelqu'un avec environ 10 scènes. T'as fait un très bon travail, selon moi. C'est un peu mon point de vue par rapport à ça. Là,
Question, t'as vu Little Woman? Non, je ne l'ai pas vu. Ok, parce que mademoiselle Florent Pugh. Florence Pugh, je pense qu'elle est aussi future gagnante du prix éventuellement. C'est aussi un personnage que tu rentres en conflit. Et puis c'est ça aussi le merveilleux des films. Dès le début de Marriage Story, on est dans le conflit. Ouais. On ne sait pas, on est en train d'entendre des belles mots, des beaux mots. On est en train d'entendre des beaux mots de chacun des deux avec des belles images, mais non, on est en thérapie, ça va pas bien. Ouais. Conflit. Chaque scène, c'est un conflit. Puis quand Laura Dern rentre dans le film, c'est vrai que tu commences à comme, elle fait quoi? Dès la deuxième fois qu'on la voit, deuxième de trois probablement, ouais. je ne sais pas, c'est là que tu rentres en conflit. Comme, c'est là que tu rentres en conflit et tu dis je l'haïs. C'est un personnage. Ces trois acteurs-là qui ont été nominés, peut-être ils le méritaient très bien. Lamentablement, il y a juste une personne qui l'a gagné, puis c'est Laura. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'on n'est pas si content qu'elle a gagné. C'est parce qu'on voulait voir les autres gagner l'Oscar. Donc peut-être à cause de ça, on va mettre Laura un petit peu plus bas. Non, puis comme on l'a dit tantôt, c'est vrai qu'on avait réfléchi au fait que par moment, on a l'impression qu'on va récompenser un acteur, une actrice ou une artiste, un artiste pour un peu l'ensemble de sa carrière plus que pour sa participation à un projet. Et j'avais un peu ce goût-là en voyant la cérémonie, regardant qu'elle avait été récompensée. Je pense que c'est une actrice qui a une soixantaine d'années, je dirais. Puis c'est vrai qu'elle n'avait jamais eu de... Je vais chercher ça. Je dirais une soixantaine d'années. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu... Moi, je restais campé sur cette opinion-là. C'est vrai que je voyais pas je donnais pas à son rôle un si grand impact sur le film, et du coup reconnaître qu'elle méritait une récompense. Surtout qu'à travers le discours de plein de gens, des journalistes, quand ils parlaient de Laura Dern, ils parlaient plus de sa carrière, de dire mais oui voilà, ça a été un visage important du cinéma américain, à la fois des blockbusters, parce qu'elle a fait Star Wars récemment, mais avant ça elle était aussi dans Jurassic Park, qu'elle a participé à beaucoup de films expérimentaux de David Lynch, mais aussi d'autres films indépendants. Donc elle était un peu iconique, puis qu'on lui avait jamais accordé beaucoup de crédit. Donc du coup, on va lui mettre un Oscar et ça ira bien. Et c'est le goût que j'avais, et je trouvais que c'était dommage, parce qu'encore une fois, mince, il y avait Margot Robbie qui a l'air d'avoir fait un énorme travail sur Bombshell, puis il y avait encore Scarlett Johansson qui avait aussi inventé une nouvelle partition à son jeu dans Jojo Rabbit. Donc ouais, moi c'est un petit bémol que j'apporterai à la cérémonie. 53 ans. Elle a 50 ans. Autant pour moi, mes excuses, Laura Dern. Bon, on parlait de Little Woman. Je n'ai pas vu Little Woman, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah oui, j'ai vu Little Woman, puis c'est un très bon film. Est-ce que vous faites partie de ceux qui étaient frustrés de voir que Greta Gerwig n'avait pas de nomination? Oui. Là que je le pense, j'aurais pu mentionner ça tantôt. C'était une conversation qu'il y a eu. Aucune femme réalisatrice nominée meilleure réalisatrice. C'était dommage, mais je pense pas que c'est son meilleur travail non plus. Je voyais beaucoup d'incohérences dans le film, donc personnellement, je voyais pas qu'elle soit nominée. Si elle était nominée, ça aurait été juste pour... Elle est nominée parce qu'elle est une femme. Tu vois, je pense que c'est à cause de ça qu'elle n'était pas nominée, parce qu'elle ne méritait pas. Mais dans le fond, Little Woman, je pense que c'est un beau film. C'est la 7e fois que ce roman est adapté. Donc, c'est un bon fun fact. Puis pour sa 7e fois qu'il est adapté, je pense que c'est une très belle adaptation. J'ai entendu, je n'ai pas lu le roman, là, mais j'ai entendu que c'est très séparé du roman. Donc ça, c'est bon parce que j'imagine que Greta a comme pris l'histoire pour elle a réfléchi, c'est quoi le message qu'elle voulait donner. J'ai trouvé ça dommage que... Je suis pas sûr, hein, le film est nominé à meilleur film. Oui, le film est nominé à meilleur film. Puis je voyais la possibilité que ce film gagne juste à cause du discours qu'on a aujourd'hui des femmes. Et une chance aussi qu'il n'a pas gagné à cause de ça. Comme, si ce film gagnait, le monde allait dire « il a gagné juste parce que c'est féministe et tout. » là. Mais au moins, il a eu la nomination. Puis je pense que
ça le méritait. Et je pense que c'est un beau film, et c'est un beau message. Le jeu d'acteur, d'actrice, très, très merveilleux. Ouais. C'était un bon film, mais pas au niveau où s'il avait gagné, les gens auraient pu voir ses qualités. Genre, il se serait vraiment arrêté au niveau de... C'est un film avec des femmes, fait par une femme, donc ça a gagné pour ça. Les gens n'auraient pas fouillé à aller voir ses qualités, c'est ce que tu essaies de dire. Peut-être pas tous les gens, là, mais je vois comme Ouais. ça une grande partie, comme tout le monde. Mais moi, je suis comme pas d'accord parce que je trouve vraiment que moi, ça aurait été le film pour lequel j'aurais donné meilleur scénario adapté parce que la construction du récit est absolument incroyable. Où elle prend pas le spectateur par la main. Le montage alterné entre le présent et le passé est incroyable. Avec un travail de direction photo aussi qui vient montrer ça, puis elle sait comment utiliser un visuel pour raconter son histoire. Puis je trouve qu'au niveau de la direction d'acteur aussi, c'était super bien. Le pacing était écœurant, on se tanne jamais. C'est le genre de film qui, tu sais, dans les années 90, que ça aurait été réalisé par un homme, ça aurait gagné le classe du meilleur film, assuré. Mais là, parce qu'on est aujourd'hui, c'est sûr que je suis tout à fait content que Parasite gagne. Là. Moi, c'était mon numéro 1, mais je trouve que c'était parmi les films qui étaient les plus forts cette année, mais qui ressort pas comme étant un film fort parce que c'est pas un film qui s'impose. C'est peut-être aussi ça le problème, c'est beaucoup de films réalisés par des fans, c'est pas des films qui vont s'imposer pour se dire « Ah, c'est regarder ce que je suis en train de faire ». Tu sais, c'est tout le temps dans la subtilité, dans les personnages, qu'on essaie de chercher vraiment le côté humain des personnages, puis qu'on essaie pas de juste faire une histoire pour dire « Hey, regarde la belle histoire que je t'ai faite, là ». Oui, ben, je pense que le film est sorti à la mauvaise année. Parce qu'on a des très bons films. À côté de ça, je vois que Little Woman n'est pas l'auteur de Once Upon a Time ou d'autres qui ne sont pas Parasites, là, mais d'autres qui sont prêts à des bons coups. Moi, je suis content que Jojo Rabbit gagne meilleure adaptation. Donc, c'est ça. On parlera de Jojo Rabbit Ben, on peut en parler directement right. maintenant. Là, Jojo Rabbit, Maxime, t'es pas d'accord avec... Non, mais écoute, Jojo Rabbit, j'ai rien contre le film, même si je trouve... Ah, bon là, on parlait de Joker, c'est un pastiche de Dexter. Je trouve qu'un peu Jojo Rabbit, c'est un pastiche de Wes Anderson. Mais je trouve que c'est un film qui sent plus... Il y a des moments drôles, mais je trouvais justement un scénario artificiel où on dirait qu'on avait la checklist de tous les moments dans l'histoire qu'il fallait atteindre. Donc, OK, là, on a l'introduction, bang, 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 puis là, on bouge. Ce n'est qu'à la moitié du film qui... Vraiment, on prend le temps de respirer, mais je trouve ça tout le temps un petit peu tannant. Ces gros montages-là, ces séquences-là alignées, c'est comme si, let's go, on monte l'histoire, c'est le fun, nanana. Puis là, après ça, finalement, on rentre dans le sérieux. Mais c'est le fun quand un film prend son temps pour se construire. Puis je trouve que Little Women faisait la job pas mal mieux que Jojo Rabbit. Ben, en fait, Jojo Rabbit, c'est drôle. Il n'y a même pas 2 heures de long. Il y a 1h50. Little Woman, 2 heures et quelques, normal. On est habitué à voir ça aujourd'hui. On n'est pas habitué à voir des films de moins de 2 heures. Aux Oscars, en tout cas, non, pas vraiment. Donc, j'imagine que c'est à cause de ça, peut-être, que tu as senti que ça arrivait vite ou c'était très exact dans la narration. Mais moi, je ne savais pas où est-ce qu'on s'en allait. Je savais où est-ce que l'acte 1 finissait, l'acte 2, tout ce qu'il devait... aller chercher le personnage principal, mais je ne savais pas où est-ce qu'on s'en allait. Là. Il y avait des pistes, c'est sûr. Peut-être parce que je ne suis pas si brillant. Là. Je ne savais pas que ce qu'il allait se passer avec Scarlett Johansson. Non spoilers, mais je ne voyais pas venir ça. Puis de la façon qu'il le montre, dans le fond, c'est vraiment... La photographie dans ce film est très beau, très belle à cause de ça. Il nous montre le film, il nous parle pas. Puis je dis pas que Marriage Story, à cause de son dialogue, c'est mauvais. C'est très bon. Et là, c'est plus de ce côté-là. Ici, c'est plus la photographie. On va suivre le personnage dans des endroits très différents à chaque fois. Puis je sais pas, je pense que mais c'est ça. je comprends ce que tu veux dire par rapport à la longueur du film, mais on peut quand même faire un film en 90 minutes puis l'avoir quand même mieux pacé. Mais en même temps aussi, je pense que le film soulève quand même un problème éthique. Bon, là, on rentre vraiment dans le creux du sujet. Quand même un problème éthique intéressant où on est quand même un film de Deuxième Guerre mondiale sur l'Holocauste. Puis, je veux dire, ça finit sur... On danse sur du David Bowie en allemand. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans où on dirait que... Je comprends que on veut faire rire, c'est la comédie, on est dans la satire.
Mais en même temps, tu peux pas genre faire fi de ça, même si, bon, ok, on aborde un peu la problématique avec les personnages de Scarlett Johansson. Quand même, là, je veux dire, je sais pas, c'est peut-être moi qui parle. Mais c'est ça qui est magnifique. Je pense que Taika Waititi a pris cette histoire-là, puis il l'a fait à lui comme... C'est lui qui joue Hitler, puis je vois pas une autre personne qui aurait pu jouer ça. Il a vraiment montré un autre point de vue. Charlie Chaplin. Excuse. Ouais, bon, non, pardon, c'est vrai. Non, mais c'est ça, il a montré un point de vue d'un enfant nazi, wannabe nazi, qui se rend compte que sa mère est contre les nazis, puis ça, il sait pas quoi faire. Il y a le conflit, soit je garde le secret ou non. Puis moi, j'aime ça personnellement parce que j'aime ça les films où est-ce qu'on suit des enfants. Puis je pense aussi le jeu du petit garçon était bien là. Et là aussi la fille, c'était crédible. Et... Moi, personnellement, j'ai pas vu Jojo Rabbit, mais quand j'ai su que c'était une histoire à propos d'un enfant qui avait comme meilleur ami Hitler, la première chose qui m'est venue en tête à ce niveau-là, c'était carrément Eric Cartman dans Simpson. Dans South Park. Parce que c'est un peu la même manière que je l'ai vu, c'est que tu passes sur quelque chose qui est vraiment politiquement incorrect, mais à un grand niveau. Sauf que c'est tellement dans le ridicule. Je veux dire, quel enfant a réellement Adolf Hitler en meilleur ami? C'est complètement ridicule. Je trouve tu pousses tellement loin que si tu comprends pas que justement c'est parodique et que c'est à but humoristique amplement, le problème vient pas, selon moi, justement, du film en tant que tel. Ça vient de la personne qui est comme, tu vois pas le second degré. C'est un peu de même, je l'ai vu. Comme je dis, j'ai pas vu le film, je sais pas comment c'est interprété. Mais la lecture que j'en ai faite des informations que j'ai, c'est ça. J'ai carrément fait un parallèle avec Eric Cartman. J'ai pas de problème avec la vision de l'enfant envers ça. C'est juste que il y a quand même quelque chose de bizarre dans la manière dont c'est abordé. Okay. C'est comme... c'est vraiment une question éthique profonde, là, mais en même temps, ça reste qu'il faut que tu te poses la question. Puis on dirait que peut-être que le réalisateur s'est pas posé la question nécessairement, ou il aurait pu aller chercher quelque chose d'un petit peu plus nuancé dans certains de ces moments. Puis tu sais, je comprends, tu te dis quel enfant aurait comme meilleur ami Hitler, mais il y a quand même eu la jeunesse hitlérienne. Ouais, c'est ça. Je veux dire, mais bon, en tout cas, je comprends tout à fait pourquoi les gens peuvent aimer ce film-là, puis je pense pas que c'est ce problème-là que j'ai avec le film, le niveau éthique. Là, c'est vraiment plus que au niveau de la forme du scénario, puis au niveau esthétique. Puis là, c'est sûr qu'il y a même le personnage de Sam Rockwell qui est un peu calqué sur Moonrise Kingdom, là, mais c'est ça, bon. C'est bien correct. Ben parfait, on va finir là-dessus. Donc, c'est ce qui va conclure l'émission d'aujourd'hui. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, les gars. Albert, merci. Non, merci de l'invitation, merci. Victor, merci d'être venu nous voir. Ouais, avec plaisir. Et puis, j'espère qu'il y aura une troisième fois. Ouais, il y a des risques, il y a des chances. Et merci, Maxime. Merci à vous. Et merci, Maxime, d'avoir été avec nous. Donc, c'est ça. La semaine prochaine, on va aborder un sujet un peu plus léger, un peu plus doux. On va parler de navets, de nanars, de mauvais films. En fait, avec deux invités cette fois. Ça va faire un petit peu moins de monde dans le studio. Ça va faire du bien, il va faire un peu moins chaud. Donc, c'est toute l'équipe d'Equilibrium qui vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous rappelle que le but de ce podcast, c'est de prendre des sujets polarisés et d'arriver à un constat où tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais tout est tout simplement gris. Donc, nous souhaitons une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.